s'il vous plaît, dis-nous votre nom, la date de votre naissance, euh, où étiez-vous né et le pays où vous êtes né. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Charles Lugassi. Je suis originaire du Maroc, de Marrakech plus précisément. Je suis né à Marrakech et j'ai vécu à Marrakech jusqu'à l'âge de 17 ans, date à laquelle j'ai quitté le Maroc pour venir immigrer au Canada avec le reste de ma famille en 1968, plus précisément en juin 1968. Merci. Alors, le pays où vous êtes né, c'était le Maroc. C'est le Maroc, c'est à Marrakech. À Marrakech. À Marrakech. Ok. Une ville fabuleuse dans le monde et qui est très prisée par tout ce qui est vedette, que ce soit des vedettes françaises en France, qui viennent et qui en ont fait un petit peu leur résidence secondaire. Alors tout le monde va à Marrakech maintenant, c'est very much in fashion to go to Marrakech. Pourquoi? Parce qu'ils ont là-bas développé ce qu'on appelle des riads. Le riad, c'est une maison arabe qui, à l'époque, n'est-ce pas, comportait une espèce de cour avec un étage. Et ces maisons arabes ont été développées beaucoup par des investisseurs français et ils en ont fait des petits palaces personnels. C'est-à-dire, le riad se trouve en général dans une petite rue qui ne paie pas de mine, une rue de la Médina, une rue très quelconque, mais grâce aux investisseurs français, beaucoup de grands couturiers français sont venus s'installer là, ou des grandes vedettes de la télévision, des artistes, etc. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé ça, ils ont rénové le tout, et alors d'abord de l'extérieur, ça ne paie pas de mine, on voit une porte normale, et quand on rentre à l'intérieur, on y trouve un palace. Et ça, c'est fabuleux et c'est de plus en plus fréquenté par les touristes qui aiment maintenant parce qu'ils ont fait de ces riads, certains en ont fait des hôtels. Des hôtels. Ce sont des hôtels 5 étoiles, mais perdus dans la Médina, c'est-à-dire dans les petites rues. Et alors les gens aiment ça parce qu'ils ont à la fois le dépaysement, n'est-ce pas, du riad, et le luxe et le confort d'un hôtel 5 étoiles. Alors c'est un très beau mariage et qui a beaucoup de succès au Maroc. Il y a un riad fabuleux, par exemple le riad de l'Amrani à Marrakech, qui est très beau, très bien coté. Et ils ont en plus là-bas, ils ont, n'est-ce pas, de la restauration française, etc. C'est des restaurants à l'intérieur de ces riads, de ces hôtels, et qui font que c'est très recherché. Par contre, nous, peut-être une précision, nous qui avons vécu au Maroc, nous avons vécu dans les Mellahs. Les Mellahs, ce sont des quartiers fortifiés, c'est-à-dire fermés avec des murailles, et avec une porte principale. Et c'est là que nous avons été élevés et où nous avons grandi. Les Mellahs, c'était des espèces de ghettos. Pourquoi? Parce que les Juifs à l'époque s'en trouvaient rassurés, étant donné qu'ils vivaient dans un quartier protégé par des murailles et avec une porte principale qui se fermait le soir venu. Donc ça empêchait d'éventuelles attaques de la part de la population environnante. Et beaucoup de Juifs du Maroc ont vécu dans des Mellahs, de la même façon qu'il y avait des ghettos, comme le ghetto de Varsovie ou ailleurs. Eh bien nous, notre ghetto s'appelait le Mellah. Et vous retrouvez les Mellahs dans toutes les villes du Maroc. Dans la plupart des villes du Maroc, il y avait donc ces Mellahs. C'est là que nous avons vécu pendant de nombreuses années, parce que c'était une façon à la fois de nous ghettoiser, de nous séparer du reste de la population, et en même temps une volonté de nous protéger. Il y avait un mélange des deux. Alors on n'a jamais su le fin mot, c'est si on était refermé sur nous-mêmes par force ou si on essayait de nous protéger. Toujours est-il que dans l'esprit des gens, c'était pour avoir une espèce de confort et les Juifs vivaient entre eux. À telle enseigne, par exemple, que dans le Mellah, le Shabbat,
alors que les Juifs n'ont pas le droit de transporter, n'est-ce pas? Eh bien, le Shabbat, ils pouvaient transporter parce que le quartier était fermé. Et tout ce qui est fermé, n'est-ce pas, ça permet le transport pendant le Shabbat. Alors, ils faisaient des échanges à l'intérieur, ils faisaient des échanges du style nourriture, par exemple. Alors, par exemple, la marmite de Madame Untel pour la dafina, le repas typique du Shabbat juif marocain, alors la marmite se transportait d'une maison à l'autre, du four où chaque juif, oui, chaque famille envoyait, parce qu'il n'y avait pas comme ici, maintenant, le modernisme, on n'avait pas des fours miellés avec les températures du Shabbat, avec la possibilité de mettre le four de Shabbat. Alors là-bas, il y avait un grand four, n'est-ce pas, qui était supervisé par un musulman, par un arabe, et chaque famille envoyait sa marmite. Alors, elle attachait sa marmite avec un fil de fer, et elle avait sa couleur propre. Alors, là, de telle enseigne que la dafina, qui est le repas traditionnel des Juifs du Maroc, qu'on mange le Shabbat midi, et je vous invite à venir la manger, vous verrez que c'est délicieux. Alors donc, la marmite était portée au four, ce four qui était alimenté par un musulman, un arabe, avec lesquels on entretenait de très bonnes relations cordiales. Alors lui, il supervisait et il surveillait les dafinas, et le Shabbat midi venu, chacun récupérait sa dafina. Alors la marmite de madame, elle est rouge, et la marmite de l'autre, elle est verte, et la marmite de truc. Et à ma connaissance, en tout cas le souvenir que j'en avais, c'est qu'il y avait très rarement des erreurs. C'est-à-dire, ah, tu m'as pris ma dafina. Ça s'est pratiquement jamais vu. Et qui plus est, parfois, elles étaient transportées donc, par un musulman qui, lui, la prenait et allait la porter à madame Untel. Et c'est comme ça qu'on mangeait le Shabbat dans les mélas. Parce que c'était une vie communautaire, mais très intense, étroitement tissée, c'est-à-dire c'était très friendly, I would say. Combien de monde y avait-il? Il n'y a qu'un seul méla ou est-ce qu'il y a beaucoup de mélas? Non, alors dans chaque ville importante, comme Marrakech par exemple, n'est-ce pas? Marrakech, il y avait un méla, il y avait un seul méla. C'est-à-dire un seul quartier qui était désigné pour les Juifs. Avec le temps et l'évolution, n'est-ce pas? Alors les mélas se sont pas désagrégés, se sont vidés de leur population, et les populations juives ont commencé à avoir une espèce de migration vers les quartiers plus européens, ce qu'on appelait par exemple à Marrakech le Guéliz. Alors, il y avait des familles juives qui quittaient le méla pour aller s'établir, n'est-ce pas, l'évolution aidant, pour aller s'établir dans le Guéliz. Alors, le Guéliz, c'est la ville moderne, la ville où vivaient les Français, par exemple, les Français qui ont colonisé le Maroc, étant donné que le Maroc était sous protectorat français jusqu'en 1956, c'est-à-dire ça relevait de la France. Alors, c'était pas forcé le méla pour les Juifs. C'était qui l'a. Alors, à l'époque, au début, dans les années 1800, n'est-ce pas, il y avait une espèce de contrainte et c'était une façon de différencier les Juifs du reste de la population, n'est-ce pas? Par le gouvernement. Voilà, c'était en quelque sorte, on vous conseille, pour votre bien, d'être dans le méla, parce que le soir venu, les portes du méla, les portes principales, se fermaient, elles étaient verrouillées, et donc quand vous êtes là-bas à l'intérieur, vous êtes entre juifs. Donc si vous êtes entre vous, entre frères, il n'y aura ni larcin, ni vol, ni attaque, ni brutalité, aucun risque, n'est-ce pas? Alors c'était comme ça la conception initiale. Le ghetto, c'est toujours ça. C'est à la fois un repli sur soi-même, mais c'est aussi une façon de se protéger d'éventuelles attaques extérieures. Voilà. Mais qui verrouillait les
Alors, c'était verrouillé, Par l'extérieur. c'était verrouillé de l'intérieur. De l'intérieur. Donc, c'était une façon de se protéger, de s'auto-protéger. Mais avec le temps, les choses ont évolué. Et elles ont évolué à telle enseigne qu'après, les Juifs ont migré dans le reste de la ville, etc. Donc ça, c'est juste pour la petite histoire de l'histoire des Juifs du Maroc. Et il y a bien des écrivains, des historiens qui ont parlé beaucoup et qui ont bien décrit tout cela sur l'histoire des Juifs du Maroc. N'oubliez pas, les Juifs du Maroc étaient au nombre de 250 000 dans les années 48-50. 250 000 Juifs. C'est énorme. C'est énorme. Maintenant, il en reste peut-être 3-4 000. 3 000, 4 000, comme ça, grosso modo. Il y a, à Marrakech, il doit y avoir une poignée, peut-être une cinquantaine, une centaine. Et à Casablanca, c'est là où il y a le gros des Juifs du Maroc. Ensuite, il y a Meknès, il y a Fès, il y a Rabat, il y a Tanger. Chacun une petite poignée. Bien sûr, il y a eu une immigration massive vers Israël à partir de la création de l'État d'Israël en 1948. Les Juifs du Maroc se sont déplacés massivement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Juifs sionistes, n'est-ce pas, mandatés par le gouvernement israélien, sont arrivés et ont été chercher les Juifs qui vivaient même dans la montagne, dans les endroits les plus reculés. Que vous sachiez, les Juifs du Maroc, c'est ce qu'on rapporte, sont présents au Maroc depuis la destruction du premier temple, pas le second, du premier temple. Donc ça veut dire, depuis la destruction du premier temple, ils se seraient déplacés, ils auraient voyagé, ils seraient venus s'établir, n'est-ce pas, jusqu'au Maroc. Alors ils ont plus de 2000 ans, c'est énorme, 2000 ans de présence. Ajoutez à cela qu'il y a eu aussi dans les tribus des Berbères qui vivaient dans les montagnes, les Berbères, n'est-ce pas, c'est comme on dirait chez les musulmans, c'est une ethnicité. Hein, les Berbères, alors les Amazighs, eux, on dit d'eux qu'il y en a qui se sont convertis au judaïsme et on dit aussi des Juifs qui se sont convertis, qui sont devenus Berbères. Et c'est pourquoi nous avons, avec les Berbères et avec les Amazighs, on a une très grande proximité parce que certains d'entre eux seraient des Juifs convertis ou seraient d'origine juive. Donc, s'il fallait remonter aux sources, les Berbères, par exemple, nous sont très proches. Et les Juifs ont vécu parmi les Berbères pendant de nombreuses années et ils ont développé une très grande proximité, notamment dans les montagnes. Dans les montagnes, et c'est là que la Aliyah juive est venue les chercher, la Aliyah israélienne est venue chercher ces Juifs qui vivaient dans les montagnes et qui vivaient d'un style de vie quasiment moyenâgeux. Ils vivaient comme les Berbères dans les montagnes, près d'une source d'eau, et c'est là qu'on a retrouvé beaucoup des tzadikim, beaucoup de rabbanim, qui ont vécu dans les endroits les plus reculés, à telle enseigne que maintenant, quand vous allez au Maroc et que vous voulez pèleriner un saint, un tzadik juif, un rabbin, vous trouvez toujours sa tombe dans des endroits reculés. Alors il faut emprunter des petites routes, des chemins rocailleux, etc. Parfois même, il faut y aller à Dodane pour pouvoir y accéder, pour retrouver ces rabbanim et ces tzadikim. Et le Maroc est à l'extérieur d'Israël le pays qui compte le plus grand nombre de tzadikim, d'hommes saints, de rabbanim, de rabbins, dans ce pays-là. Ce n'est pas compliqué. N'importe quelle ville au Maroc a à proximité des quantités de rabbins qui sont enterrés là-bas. C'est donc qu'il y a eu une présence de Torah immense et qu'elle ne s'est pas reflétée dans le monde d'aujourd'hui à sa juste valeur, c'est-à-dire ces rabbanim ont été pour la plupart des très grands versets dans la Torah,
Mais étant donné que le livre n'existait pas, la publication écrite n'existait pas, n'est-ce pas? Ils n'ont pas pu, contrairement aux Juifs européens, qui, eux, ont pu diffuser leurs connaissances et leurs histoires, ils ont pu les diffuser, alors que nous, étant donné qu'on était à court, n'est-ce pas? Il n'y avait pas l'impression remonte à Gutenberg, il n'y avait pas d'impression, alors comment on allait faire pour diffuser tout cela? Alors on retrouve des manuscrits écrits de la main du rabbin en question. On les retrouve, et maintenant il y a une maison à Jérusalem, une maison d'impression, qui essaye de publier tous ces écrits qui sont des écrits d'une très grande valeur, mais qui n'ont pas rendu justice à l'apport des Juifs marocains et des rabbinim juifs marocains, n'est-ce pas, à la culture juive. Notamment maintenant, quand on voit des livres sur les histoires de rabbinim, etc., que peut-être vous avez raconté à vos enfants, ce sont toujours des histoires de rabbinim et de tzadikim d'Europe de l'Est, n'est-ce pas? On parle de Rabbi Nachman et de tel Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, on parle de très grands en Europe, mais on ne parle jamais d'un Marocain qui a écrit. Alors on n'en parle pas, pourquoi? Parce que l'Europe, étant beaucoup plus avancée, elle a permis à ces grands auteurs, n'est-ce pas, ces grands rabbinim, de pouvoir publier leurs connaissances. Le problème qu'on a connu, nous, au Maroc, étant donné qu'on vivait dans une société quasiment moyenâgeuse à l'époque, on n'avait pas ces moyens de communication, ces moyens de publication. Et c'est là le travail de Sephardi Voices, de votre organisation, qui est en train d'entreprendre quelque chose d'absolument fabuleux, c'est-à-dire redonner, et moi j'appellerais ça redorer le blason des Juifs séfarades, c'est-à-dire montrer aux yeux de la société en général que les séfarades ont une contribution importante à faire, qu'ils ont un passé glorieux et qu'hélas, les choses étant ce qu'elles sont, on ne leur a pas fait justice de ce point de vue-là. Alors c'est pour ça qu'on encourage beaucoup les gens à reconnaître l'apport des Juifs séfarades, que ce soit ceux du Maroc ou ceux des autres pays du Moyen-Orient. Des autres côtés aussi, il y a eu de très grandes personnalités et des contributions énormes. Mais ce qui est important maintenant, c'est de rétablir le balancier, n'est-ce pas, qui a été un petit peu déséquilibré pendant de nombreuses années. La raison était fort simple, c'est que la construction de l'État d'Israël a monopolisé les énergies. C'est-à-dire, quand on a voulu construire et bâtir l'État d'Israël, on ne pouvait pas, n'est-ce pas, s'attarder à essayer de savoir les Marocains, quelle était votre contribution, qu'est-ce que vous avez à apporter, etc. On apparaît au plus pressé. C'est comme ça qu'on dit en français. On a fait le plus urgent. Et le plus urgent, c'était de se bâtir une armée, bâtir un pays, ce qu'Israël a fait de façon admirable. Et grâce à Dieu, maintenant, c'est considéré comme un pays qui est un des pays les plus développés, hein, notamment au niveau de la nanotechnologie, au niveau des start-up, et qui se développe de façon admirable. Mais il reste que les Marocains, les Juifs marocains, ont contribué sur le plan culturel, avaient une contribution importante à faire. Malheureusement, les premières années de l'installation entre 1948 et 1980, cette contribution n'a pas été perçue à sa juste valeur. C'est-à-dire, ils sont venus, quand ils sont arrivés, pour beaucoup, ils venaient de contrées éloignées, donc il n'y avait pas des diplômes universitaires, il n'y avait pas des médecins, des ingénieurs, des avocats, des techniciens. Il n'y avait pas tellement de ça. Il y avait des gens qui avaient une très forte émouna, une très grande foi en l'État d'Israël. Et pour eux, le plus important, c'était d'aller en Israël pour réaliser le rêve. Parce qu'ils avaient tous ce rêve de construire et d'aller vers Sion, n'est-ce pas, vers Jérusalem, et qu'ils espéraient
de tous les temps, n'est-ce pas, des temps les plus reculés, leurs parents, grands-parents, etc., ne parlaient que de cela. C'est-à-dire, nous voulons aller vers Israël avec la venue du Messie, croyant que c'était ça, le Israël qui nous avait été promis, n'est-ce pas? Alors, ils ont été avec une très grande foi, une très grande émouna. Et c'est comme ça qu'ils ont apporté leur contribution à l'État d'Israël. Maintenant, je vais commencer à vous demander des histoires de votre famille, de votre comment vous vous étiez élevé. On va parler de ça. Allez-y. Parce que, ok. Alors, je vais vous demander l'origine de votre famille. Maintenant, on va parler Très de bien. votre famille, de votre parents, grands-parents. Ah, d'accord. Les rites religieuses à la maison. On va parler de vous. Très bien. Alors nous, mon nom de famille. Oui, le alors, nom de famille, voilà. le nom de vos parents. Très bien. Comment ils se sont rencontrés. Oui. Alors, votre histoire. Très bien. Alors, le nom de famille, mon nom de famille, c'est Lugassi. Alors, ce nom, n'est-ce pas, j'ai moi-même fait des recherches, j'ai dû faire des recherches pour savoir de quelles origines cela provenait. On a découvert qu'il y a en Espagne, à côté de la province d'Oviedo, une province qui s'appelle Oviedo, et il y a une province qui s'appelle la province de Lugassi. Lugassi, comme mon nom. Simplement, ça s'écrit avec un S. Nous avons deux S, mais avec le temps, l'orthographe et l'épellation des noms de famille varient, n'est-ce pas? Et elles se transforment. Alors, nous sommes portés à croire que l'origine de notre famille vient d'Espagne, n'est-ce pas? Et qu'elle aurait fui l'Espagne avec la fameuse Inquisition en 1492 et qu'il serait venu s'établir, n'est-ce pas, dans les confins du Maroc. Également, l'origine de la famille de mon père, Lugassi, est majoritairement de la ville de Mogador, Essaouira. La ville de Mogador, c'est une ville côtière, n'est-ce pas? Et que toutes les familles qui portent ce nom, Lugassi, sont originaires de Mogador. Après quoi, ils ont essaimé, ils se sont dispersés dans le Maroc, ils ont été à Casablanca, Marrakech, etc. Donc, ça, c'est une des origines. Il y a d'autres origines qui sont peut-être un peu moins vraisemblables, mais qu'on a découvert, n'est-ce pas? On a pensé qu'il y avait des tribus dans le sud du Maroc qui s'appelaient Al-Oungassi, avec lesquelles on associe notre nom de famille, mais c'est un peu moins vraisemblable, n'est-ce pas? Et ce sont des tribus berbères. Alors, donc, l'origine du nom est fort probablement d'origine espagnole. Et parle-moi de combien d'oncles avez-vous, vos oncles, vos tantes, les noms de vos parents et les noms de vos sœurs et des frères. Voilà. Alors, mes parents, mon père s'appelait Benjamin, n'est-ce pas? Et lui-même avait donc plusieurs frères et sœurs qui ont vécu ensuite, ses frères et sœurs ont vécu ensuite en Israël, en France, dans le sud de la France, et ensuite et à Toronto. Même chose du côté de ma mère, qui est issue de la famille d'un rabbin qui s'appelait le rabbin Shalom Malka, qui avait justement dans ce Mela de Marrakech, qui avait un riad, qui était propriétaire d'un riad, qui est magnifique d'ailleurs, et que nous avons eu le plaisir d'aller visiter avec ma grand-mère. Et quand nous avons été le visiter, nous avons interviewé le gardien. Il y avait un gardien à la porte. On a trouvé un gardien. Et le gardien nous a dit, on lui a posé la question, et ma grand-mère lui avait posé la question, qui vivait en Israël et qui est venue pour cette visite. On lui a dit, mais à qui appartient cette maison? Alors lui a répondu, cette maison, en arabe, bien sûr, en arabe marocain, et il nous avait répondu, on a tout ça sur vidéo d'ailleurs, il nous a dit, cette maison appartient à Rabbi Shalom Malka. Alors Rabbi Shalom Malka, mon grand-père, qui habitait dans cette maison, était un commerçant, en gros,
d'épices. Il vendait des épices. Et comme ces riads étaient très grands, il y avait à l'entrée de la maison, il y avait une énorme balance, mais énorme, énorme, qu'on peut difficilement déplacer. Je me demande comment elle s'est retrouvée là. Et c'est sur ces épices qu'il vendait, et sur cette balance, qu'il vendait les épices en gros. Alors chacun venait acheter les épices. Et dans cette même maison, alors qui est quelque chose de caractéristique, il avait au premier étage, n'est-ce pas, je ne sais pas, peut-être une dizaine de chambres, de salles, et ces salles servaient à faire un kollel d'études, pour étudier la Torah. Et alors quand on s'est présenté cette fois-là, alors le gardien m'a dit « Ah, mais si c'est ton grand-père qui était le propriétaire, étant donné que c'était lui, viens, je vais te donner les livres de Gemara, le Talmud, n'est-ce pas? Les livres de Gemara dans lesquels ces étudiants qu'il a abrités là, parce qu'il avait des étudiants d'un kollel, ces étudiants étudiaient dans ces livres de Talmud. Nous sommes entrés dans une chambre énorme et on a trouvé des cartons, des cartons énormes attachés avec de la corde. Et quand on a vu ça, et ils étaient recouverts d'une couche de poussière énorme, parce que c'était là depuis peut-être 50 ans ou 60 ans. Personne ne les avait réclamés. Nous, on avait été simplement, comme on voulait faire une visite de ressourcement, pour aller aux sources, pour revoir nos origines et tout ça. Et alors là, le gardien m'a dit, écoutez, éloignez-vous un peu, je vais vous ouvrir un carton. Alors on s'est éloigné, mais d'un bon 10 mètres. Et lui, il est venu, il a coupé la corde, il a ouvert, il a soulevé le couvercle, la poussière s'est répandue dans toute la salle. Et là, on a trouvé des livres de Gemara, des livres de Talmud dans lesquels ils étudiaient. Et il nous a invités à ce moment-là, il nous a dit, si vous voulez, vous pouvez les prendre. Les prendre, oui, puisque c'est à vous. Puisque vous êtes, moi, étant le petit-fils, il n'y a pas grand monde qui est venu. 70 ans, il n'y a personne qui est venu les réclamer. Alors il m'a dit, si tu es le petit-fils... Alors attends, j'y arrive. C'est la communauté. C'est une très bonne question. C'est la communauté. Alors lui, son rôle, c'était de garder l'endroit, de surveiller l'endroit, de le garder, et en même temps, il en profitait pour habiter là-bas, parce qu'il n'y a personne. Alors il habite là-bas, il vit, il est payé par la communauté. La communauté qui s'occupait à l'époque, n'est-ce pas, des lieux juifs, n'est-ce pas, qui n'ont pas été réclamés. Et comment il vous a cru? Peut-être c'était très facile. Parce que quand on est arrivé avec ma grand-mère, donc c'était la maison où elle a vécu, et dans l'échange de la conversation, il a tout de suite compris. Le type, ça fait 30 ans, 40 ans, je ne sais pas combien d'années qu'il est là, et il n'y a personne qui réclame. Et elle arrive, et elle lui dit, voilà, il y a ça, dans telle chambre, il y a ça, etc. Elle a identifié. C'est comme si vous perdez un bracelet, hein, et on vous dit, attendez, le bracelet, il y avait combien il y avait quelle pierre dessus, etc., etc. Je ne vous montre pas le bracelet tant que vous ne m'avez pas dit combien il y avait de pierres. Alors vous allez me dire, oui, il y a un diamant là, il y a un truc comme ça, il y a ça, il y a ça. Alors là, quand je vois que vous l'avez identifié sans même que je vous le montre, alors c'est bien vous qui en êtes le propriétaire. Alors toujours est-il que à ce moment-là, donc pour revenir à ce riad, étant donné qu'à l'époque, quand on a été le visiter, moi-même, ça faisait tellement longtemps, je ne suis retourné que peut-être 30 ans après. Quand je suis revenu 30 ans après, eh bien, ce fameux riad, maintenant, c'est un petit shopping mall, a small shopping mall, et il y a toutes sortes de commerçantes. C'est-à-dire dans chaque chambre, ces fameuses chambres qui avaient servi, n'est-ce pas, de kollel, de salle de kollel, et bien maintenant, il y avait une boutique. Alors celui-là, il vend des épices, celui-là, il vend des vêtements, celui-là, il vendait ça, Alors j'ai vu ça, je me suis dit, c'est incroyable. Et quand j'étais à la communauté, je leur ai demandé, je leur ai dit, mais dites-moi, ce riad, parce qu'un riad maintenant, ça peut valoir 4 à 5 millions d'euros, quand il est rénové, quand il est aménagé. Bon, mais, ça a une certaine valeur. Ben, quand je leur ai demandé, ils m'ont dit, ce riad, il n'y a personne
qui l'a réclamé. Ensuite, on a chose. Ensuite, il y a des gens qui l'ont... je sais pas, il y a des gens de la communauté qui ont essayé de le récupérer, les gens qui habitaient là-bas, les gens qui habitaient encore et tout ça. N'oubliez pas, quand vous laissez un bien 30 ans, 40 ans, 50 ans, sans même demander ces nouvelles, il y a toujours quelqu'un qui vient et qui prétend, n'est-ce pas, en être le propriétaire. Et apparemment, ça n'a jamais été réglé, tant et si bien que la ville l'a récupéré et l'a loué à ses commerçants. Et puis voilà, c'est ça ce qu'il était devenu de ce fameux riad. Mais c'était jamais vendu de la part de votre famille? Ah, on ne sait pas. Non, on ne sait pas parce que honnêtement, on ne s'en est pas occupé. On s'en est pas occupé. Ma grand-mère, quand il y a eu la Aliyah, elle est partie en Israël. Elle a tout laissé, elle est partie parce qu'à l'époque, il faut savoir, ils partaient la nuit, on venait les chercher, on les emmenait sur des bateaux de fortune, on les emmenait, n'est-ce pas, du Maroc, de Casablanca jusqu'à Marseille. À Marseille, ils descendaient dans des camps, c'était des camps comme pour les réfugiés. Ils restaient dans les camps, ce camp où elle a été, ma grand-mère, ça s'appelait le camp d'Arenas. Ils passaient là-bas quelques semaines, le temps que le bateau soit prêt pour les récupérer. Et de là-bas, de Marseille, on les récupérait et on les emmenait en Israël et ils faisaient leur aliyah. Quelle année? Ah, c'est dans les années... Ma grand-mère est partie dans les années 57, 58. Mais avec la différence... alors, il y a eu un moment, un très gros, une catastrophe qui s'est produite. Un soir, il y a un bateau comme ça. C'était des bateaux de fortune. C'était des petits bateaux. Un soir, il y a un bateau qui a quitté comme ça le Maroc pour aller vers Marseille et qui a coulé et qui s'appelle le Egoz. C'est très connu, c'est une histoire très connue et tout le monde, tous les passagers du bateau sont morts. C'est parce que c'est pas comme on dirait maintenant. Maintenant, les gens font des croisières. Mais là-bas, à l'époque, c'était des bateaux de fortune qui tenaient plus ou moins. Et quand vous lisez, allez voir sur l'histoire du Egoz, et vous allez voir que c'est un bateau qui a coulé avec tous ses passagers. Et vous avez ici au rabbinat de Montréal, vous avez une plaque commémorative pour chacun des passagers morts dans ce bateau c'était des gens qui voulaient faire leur aliyah vers Israël et qui a mal tourné. Bon, combien de monde ça prenait ce bateau? Je ne sais pas combien de personnes ça pouvait prendre, mais apparemment, il était surchargé. Ben oui, c'est toujours comme ça. Combien de morts il y a eu? Oui. Je crois que les morts tournent autour de 60 ou 80, comme ça, qui sont partis. On va retourner à votre enfance. Oui. Je veux savoir, quand vous grandissez dans les Mélas, parle-moi de votre vie avec vos frères, vos sœurs. Vous êtes lequel? Vous êtes l'aîné? Non, je suis le troisième, mais sachez une chose, c'est que moi, je n'ai pratiquement pas vécu au Mélas, parce que déjà au moment où je suis né, c'était l'évolution et l'ouverture vers l'extérieur, telle sorte que on a vécu en dehors du Mélas, à proximité, mais en dehors du Mélas, et que moi, j'ai grandi dans la ville moderne. J'ai grandi dans la ville moderne. Alors, dans la ville moderne, on entretenait des relations très proches avec les Français, parce que la ville moderne s'était occupée par les Français. Donc, dans ma jeunesse, tous mes amis, ou beaucoup de mes amis, c'était des Français non juifs. Oui. Et nous avions des amitiés très, très fortes, très, très intenses, parce que c'était une très belle amitié. Je me souviens que quand j'allais à la synagogue le Shabbat, mon copain français, non juif, venait m'attendre à la fin de la prière, à la fin de la synagogue, le Shabbat. Après la prière, il m'attendait à l'extérieur parce qu'on croyait qu'il ne pouvait pas rentrer. Il aurait pu rentrer. Il n'y a aucun interdit pour un non-juif de rentrer dans une synagogue. Il aurait pu rentrer. Mais dans notre esprit, quand on est jeune, on ne sait pas, on va dire, écoute, la synagogue, elle finit à midi, la prière, alors viens me chercher à midi, et après, comme ça, on va se voir. Et on allait jouer ensemble.
synagogue, Allez, vos allez. parents, Oui, oui, parce que vos nous sœurs, étions, non, surtout, non, au Maroc, c'est surtout les hommes qui allaient. Les femmes n'allaient pas. Les femmes n'allaient pas, les femmes restaient à la maison. Très rares les femmes qui venaient à la synagogue, à l'exception, je crois, si j'ai un souvenir exact, à l'exception de Kippour. C'était le seul moment où les femmes allaient. Les femmes, Shana. ou peut-être au Shoshana, mais c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est que les femmes, contrairement à la mentalité, par exemple, nord-américaine, qui est un très bon point d'ailleurs, où les femmes viennent à la synagogue, sont émancipées, etc. Il y avait quand même un esprit là-bas, c'était que la femme reste à la maison, s'occupe des enfants, s'occupe de l'intérieur, s'occupe de préparer la nourriture, etc. pour le repas, et c'était cela. Il faut dire qu'on vivait au Maroc, on n'était pas à New York, c'était une mentalité différente. Et c'est cela que moi, ce qui m'impressionne beaucoup quand je vois ce qui se passe à New York, ou ce qui se passe au Canada ou ailleurs, dans les sociétés évoluées, je vois comme quoi les femmes ont tous les droits et sont affranchies et peuvent faire exercer des choses et faire leur vie de la même façon que les hommes, alors que nos femmes étaient, les femmes au Maroc à l'époque, elles étaient astreintes, n'est-ce pas, à rester à la maison. Et alors, non seulement à cause de cela, elles n'ont pas appris à lire l'hébreu, à prier, n'est-ce pas, en hébreu, mais il n'en reste pas moins que c'était des tzadékettes, parce qu'elles priaient, mais elles priaient peut-être en arabe, ou elles priaient en français, ou elles priaient dans la langue qu'elles maîtrisaient. Et elles étaient extrêmement pieuses. C'est incroyable. Ce sont des femmes qui n'ont pas eu d'éducation hébraïque, juive, à l'école, ou pas tellement. Mais elles avaient quand même, moi je parle de nos grands-mères et ça, mais elles avaient une piété énorme. C'est-à-dire c'était des femmes extrêmement pieuses, très très pieuses. Toutes les femmes juives de l'époque étaient toutes comme cela, une grande piété. Alors toujours est-il, quand on était jeunes à Marrakech, nous avions des amis français d'abord. Et au fur et à mesure, et on allait dans un lycée français. Alors le même lycée que vous avez à Paris ou quoi, il y avait l'équivalent à Marrakech. Par exemple, le lycée, moi, où j'ai étudié, s'appelait le lycée Victor Hugo. Alors c'était un lycée français. Mixte. Mixte, c'est-à-dire Garçon-fille. Oui, garçons et filles, bien sûr. Garçons et filles, et un lycée français, où on enseignait et on étudiait le même programme qu'ils étudiaient à Paris. Alors qu'est-ce qu'on apprenait? On apprenait l'histoire de France. Et on apprenait que nos ancêtres sont des Gaulois. Alors imaginez un juif du Maroc qui vit à Marrakech et qui répète le matin en cours nos ancêtres les Gaulois. C'est pas mal. Alors ça quand on le réalise après coup, c'est que voilà ce à quoi on était confrontés. Bien sûr, il y en avait d'autres qui allaient dans des écoles juives, uniquement juives. Il y avait l'Alliance. Il y avait l'Alliance, bien sûr. Il y avait l'Alliance. Vous me parlez de ma formation. Alors, ma formation, c'est cela. C'est-à-dire, moi, pour une raison ou une autre, je me suis retrouvé dans une école française, pas juive, pas une école juive, une école française. Par contre, il y avait beaucoup de juifs qui fréquentaient l'Alliance et qui fréquentaient des écoles religieuses juives où ils ont eu des formations adéquates et par la suite, ils poursuivaient ces jeunes juifs qui ont fait ces écoles-là, une fois qu'ils arrivaient, n'est-ce pas, au secondaire, après ça, ils allaient à Aix-les-Bains, allaient à Yeshiva d'Aix-les-Bains avec le rabbin Haikin, et c'est lui qui les formait pour devenir, ils sont devenus rabbins, ils ont développé leur connaissance en Torah. Parle-moi de vos parents, comment ils se sont rencontrés dans les Mélas? Alors, comment ils se sont rencontrés? Honnêtement, j'ai un souvenir très, très diffus de cela. Les circonstances, je ne me souviens pas d'avoir posé la question moi-même
à mes parents, ou alors si on me l'a dit, ça m'échappe à présent. Et quand ils se sont mariés? Ils se sont mariés en 1944. Et votre maman Voilà. avait quel âge? Elle était très jeune. Elle était beaucoup plus jeune que la normale. D'après moi, elle s'est mariée à l'âge de 16 ans. Et c'est quelque chose qui est frappant. Elle s'est mariée très jeune, et non seulement elle s'est mariée jeune, mais ça l'a obligée à quitter l'école. Et la directrice de l'école en avait fait un scandale à la famille. Elle a dit, comment tu me prends la petite qui est toute jeune, qui va se marier, qui va cesser ses études, parce que quand on se mariait là-bas, ça y est, c'était pour se consacrer à avoir des enfants et à s'occuper de la famille. Et donc, on dit 16 ans pour sauver les apparences. Moi, je soupçonne que c'était moins que 16 ans. Je pense que c'était moins que 16 ans, alors ça veut dire que ça avait mis en furie la directrice qui s'appelait Mademoiselle Belmoiras. Voilà, je me rappelle même du nom de cette dame, qui, elle, avait brandi sa canne, c'était une dame âgée, elle avait brandi sa canne et elle avait levé en disant « c'est un crime ce que vous faites que de prendre une jeune fille, très jeune comme ça, et de la priver de la chance de s'épanouir ». Toujours est-il que ceci n'a pas empêché ma mère, quand elle est venue au Canada, d'être extrêmement active, d'être une femme d'affaires avancée, éveillée, et d'avoir, comment dirais-je, compensé l'absence d'études, etc. Elle a développé, n'est-ce pas, des aptitudes dans le domaine, comment dirais-je, des affaires, etc. Et quand elle est arrivée ici, comme quoi le Canada est un pays extraordinaire, c'est un pays où on vous donne toutes vos chances pour vous développer, quand bien même vous n'auriez pas le background et le bagage nécessaire. Eh bien, elle a réussi, n'est-ce pas, à se développer, à travailler, à percer et à être la source de revenus de la maison. C'était elle qui faisait. Ah, elle est venue, quand elle a vu qu'on avait besoin d'esthéticienne, elle a été prendre des cours, elle a passé le cours, elle a obtenu son diplôme et elle est devenue esthéticienne. Et ensuite, elle a besoin, à chaque chose où il y avait un challenge, et ça, je crois que ça dépend un petit peu de la personnalité de chacun. C'est-à-dire, quand tu as une lacune sur un plan, la nature fait bien les choses, tu le compenses par autre chose. Et bien voilà. Et non seulement ça, mais il faut rendre hommage au Canada, qui est un pays d'opportunités. C'est comme les États-Unis, le Canada, de ce point de vue-là, et c'est un pays où n'importe qui, n'importe comment, peut, s'il a un objectif ou un rêve, n'est-ce pas, il peut le matérialiser, il peut le concrétiser, ce qui n'est pas le cas de l'Europe. L'Europe, en France ou ailleurs, ce n'est pas ça du tout. Mais ici, c'est le pays, et je trouve qu'on a fait un excellent choix en venant ici. C'est vrai que pendant longtemps, on s'est plaint du froid, de l'hiver, qu'en hiver, il fait moins 20, il fait moins 30, etc. Mais ça, c'est un peu se plaindre le ventre plein. C'est-à-dire, on se dit, ah ouais, il faut toujours trouver une petite lamentation, mais je trouve que le Canada, de ce point de vue-là, après le Maroc, ça a été salutaire. Salutaire de ce point de vue-là, parce que chacun a pu, n'est-ce pas, prospérer, se développer et être accueilli dans une société tolérante, une société qui accepte l'autre, et où on nous a jamais dit ici, ah tu es juif ou tu n'es pas truc. Il n'y a pas eu la discrimination de quelque façon que ce soit, et on n'avait pas peur d'être ce qu'on était. Quand nous sommes arrivés ici, c'est un pays tel que le samedi soir, à 3 heures du matin, je me souviens, une jeune fille, elle pouvait se promener sur Sainte-Catherine, une jeune fille de 18 ans, sur Sainte-Catherine, à 3 heures du matin, il n'y a personne qui l'embêtait. C'était un pays, c'est toujours, mais c'était un pays de grande liberté, de grande tolérance, de grande sécurité, et qui était salutaire pour les Juifs du Maroc. C'est la raison pour laquelle les Juifs du Maroc, en 1968, ont effectué un déplacement massif
ils ont quitté le Maroc pour venir s'établir à Montréal. Pour deux raisons. La première, c'est que ça parlait français et que les Juifs du Maroc ne parlaient pas anglais. Sinon, s'ils parlaient anglais, ils auraient été, je ne sais pas, aux États-Unis ou ailleurs. Mais les Juifs du Maroc sont venus à Montréal, au Canada, parce qu'il y avait la langue française. Donc cette facilité, pouvoir s'exprimer, pouvoir vivre, etc. Mais aussi et surtout parce qu'ils ont été accueillis à bras ouverts par la communauté ashkénaze en place, qui les a aidés à s'intégrer, n'est-ce pas, en leur fournissant notamment de l'aide économique, en leur fournissant aussi quand même un appui logistique dont ils avaient besoin pour s'intégrer. Et grâce à tout cela, eh bien, ils ont essaimé et maintenant, vous voyez toute la jeunesse, la nouvelle génération juive marocaine ici à Montréal. Ils sont médecins, avocats, ingénieurs, diplômés d'université. Ils ont percé, ils ont réussi et ils sont admirablement intégrés. Et en plus, les Juifs marocains qui sont ici ne quittent pas les jeunes, contrairement aux Ashkénazes. Les Juifs d'origine européenne, les Ashkénazes, eux, les jeunes ont tendance à s'expatrier, à quitter Montréal. Les Juifs marocains se marient, s'installent et restent ici. Et ça, c'est un apport précieux pour le Québec. Ce ne sont pas des gens qui sont ici de passage, ce sont des gens qui ont choisi de vivre ici, s'y établir, et il y a une très bonne relation entre les Juifs du Maroc et la population québécoise. Alors, parle-moi, combien de frères et sœurs étiez-vous? J'ai 4 sœurs et je suis le seul garçon. Ah, vous êtes le troisième. Troisième, oui. Oui. Et les noms de vos sœurs? Alors, j'ai ma sœur aînée Doris, ensuite Viviane, ensuite il y a moi, Charles, ensuite j'ai 2 sœurs jumelles, Nicole et Laurence. Et les noms de vos parents? Alors, mon père s'appelle Benjamin, comme mon fils, et ma mère s'appelait Myriam, n'est-ce pas? Et ils sont enterrés, mon père et ma mère sont enterrés à Givat Shaoul à Jérusalem. Ah, alors ils sont morts ici et vous les... Voilà. Wow. Wow. Ok. Alors, les premiers souvenirs quand vous avez grandi, est-ce que vous avez des souvenirs de chez vous, de la maison, des souvenirs d'enfance? Bien sûr, j'ai des souvenirs d'avoir grandi au Maroc dans des conditions, comment dirais-je, des conditions qui étaient assez... nous n'étions pas d'un milieu très fortuné, et donc nous avions des conditions... C'est à la fois des beaux souvenirs d'enfance, mais ce n'est pas le faste et la richesse ou le confort qu'on a ici, n'est-ce pas? C'était... Voilà. Vos amis, ils étaient juifs, vous avez... Alors j'avais des amis juifs, j'avais des amis français, beaucoup, avec lesquels on était... C'est normal, j'étais dans un lycée français, donc j'avais des amis intimes qui étaient français. Ils venaient chez vous? Et qui, oui, bien sûr, et qui étaient non-juifs, bien sûr. Moi, je ne mangeais pas chez eux, parce que nous sommes cachers. Alors, moi, je ne mangeais pas chez eux, mais eux venaient chez nous et ils se délectaient de la nourriture séfarade marocaine. Et j'avais aussi, pendant un temps, un très bon ami musulman, arabe marocain, avec lequel on était très proches, etc. Et quand nous jouions, par exemple, au foot, là-bas, c'est le soccer, c'est le sport national là-bas. C'est comme ici, ils jouent au hockey. Nous avions l'habitude de jouer au foot, au football. Et bien, nous jouions les Juifs, par exemple, l'équipe de Juifs et Français contre l'équipe arabe. Voilà, c'était comme ça. Ah oui, et c'était intéressant parce qu'il y avait une espèce de dynamique propre. Alors, par exemple, on avait un match de foot. Alors, on allait au match de foot. Alors, on arrivait, les Juifs, les Français, les Arabes. Alors, les Juifs et les Français étaient ensemble. C'est-à-dire, et on jouait contre les Arabes. Et après le match, eh bien, par exemple, il y avait chez les Arabes un ami, un avec lequel on avait des affinités. Alors on l'invitait, on lui disait « Ah, toi, tu viens avec nous à la maison pour manger, pour boire, pour relaxer, etc. » Et c'était ça. On avait développé comme ça des rapports de convivialité. Mais non seulement ça,
Mais ce ne perdez jamais de vue, c'est que, par exemple, j'ai souvenir que mes parents avaient à la maison toujours une femme de ménage, toujours, tout le monde a une femme de ménage, parce que ça coûte 3 fois rien, et un chauffeur. On avait tous un chauffeur. Alors le chauffeur venait chercher mon père pour l'emmener au travail, le ramener, etc. Et la femme de ménage toujours aussi à la maison. Toujours une femme de ménage à demeure. Ici, quand on a une femme de ménage à demeure, c'est quand même, c'est pas donné, ça coûte, etc. Mais là-bas, c'était la norme. Tout le monde avait ça. Tout le monde avait ça. Donc on avait un certain confort. Le seul problème que les parents ont connu, c'est quand ils sont venus ici, étant donné que là-bas, quand il avait, par exemple mon père, il avait son chauffeur, il avait un titre dans la compagnie dans laquelle il travaillait, il était reconnu, n'est-ce pas, et il était respecté. Quand on est venu ici, étant donné que c'est un nouveau pays, il y a ce phénomène qu'on appelle la perte de prestige. Perte de prestige, ça veut dire je viens d'un endroit où je suis reconnu, n'est-ce pas, où on connaît ma valeur, où on me respecte. L'homme aime être respecté dans l'environnement dans lequel il se trouve. Or, quand il est venu ici, il a dit « Monsieur, vous avez l'expérience canadienne ?» Il a dit « Il n'y a pas d'expérience, je ne connais rien. » Alors, je ne connais pas l'expérience canadienne, je ne connais pas l'anglais. Il a été obligé d'aller prendre des cours d'anglais, etc. Donc, ça a été difficile, ça a été même très difficile pour les parents, parce qu'il fallait qu'ils se rajustent à une nouvelle réalité. En revanche, ils l'ont fait pour que les enfants, n'est-ce pas, évoluent dans un pays avancé qui était le Canada. Et nous, ça nous a permis de faire des études universitaires, n'est-ce pas, et de tailler notre place au soleil, ici dans ce nouveau pays d'adoption. Et c'est ça, c'est envers cela qu'on est reconnaissant de ce que ce pays a pu nous offrir. Et nos enfants également ont pu faire des études universitaires, etc. Donc, et chacun a réussi à se placer au mieux qu'il a pu. Qu'est-ce qu'il faisait votre papa au Maroc? Au Maroc, il était directeur de la compagnie de transport marocaine. C'est pas rien. C'est comme si vous me disiez qu'il était directeur de la compagnie ici Greyhound, des autobus. Ouais. Alors je me souviens, quand on voyageait gratuitement et on avait la meilleure place en avant et on pouvait aller où on voulait, autant qu'on voulait quand on était jeune. Voilà, et on avait ces petits privilèges, n'est-ce pas, quand... Ok, et votre maman, évidemment, elle était à la maison. Et quand vous avez... Non, ma mère au Maroc, elle travaillait. Elle travaillait à la Poste, comme Poste Canada ici, elle travaillait à la Poste. Elle travaillait à la Poste, oui. Et quand vous êtes... Ok, avant que vous veniez, qu'est-ce qui a encouragé votre famille de quitter le Maroc? Qu'est-ce qui était Ouais, alors, ce qui s'est produit, c'est que la réalité, c'est qu'après la guerre de 67, entre Israël et les pays arabes, il y a eu dans les rues du Maroc des manifestations, n'est-ce pas, la montée du nationalisme arabe. Avant la guerre, il y avait une espèce de convivialité. Nous vivions en bonne intelligence avec les Arabes. Nous étions, n'est-ce pas, les Juifs étaient vaqués à leurs occupations et les Arabes aussi, et les choses étaient au point mort. Après la guerre, l'année qui a suivi entre juin 67 et juin 68, date à laquelle nous avons quitté, il y avait comme un mécontentement, une amertume pour les Arabes d'avoir en quelque sorte perdu la guerre. Parce qu'au départ, n'est-ce pas, avant que la guerre ne se produise, et pendant la guerre de 67, des 6 jours de juin 67, tous les postes de radio et les télévisions arabes prétendaient qu'Israël était en train de perdre la guerre. Et quelques mois après, ils ont réalisé que tout ça, c'était de la propagande et que la réalité était tout autre. En d'autres termes, cette guerre avait été bel et bien gagnée en 6 jours, seulement 6 jours, par un pays, Israël, contre 4 pays arabes qui se sont ligués
pour essayer de détruire le petit État juif. Alors, la réaction, n'est-ce pas, des Arabes dans la rue, elle a été d'autant plus, comment dirais-je, elle a été, de ce point de vue-là, un petit peu amère. Alors, nous, quand on se promenait ou quand on sortait de la maison et qu'on marchait pour aller où que ce soit et qu'on voyait les manifestations de anger, de colère dans la rue, on se tenait quoi? On se tenait tranquille. Et on rasait les murs, pour ne pas dire plus, on avait même peur de se déplacer. Alors, je me souviens, moi, que quand Vous aviez quel âge à cette époque? Alors, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Et on n'en menait pas large. Et je me souviens même qu'à l'époque, quand je voulais aller à la synagogue, j'allais chercher un copain pour qu'il me prête main forte parce que près de la synagogue, il y avait des groupes de jeunes Arabes qui nous attendaient avec des pierres et c'était une pluie de pierres parce qu'ils savaient qu'on devait passer par là pour se rendre à la synagogue. Et donc, Ça vous a touché? ça m'a marqué parce que quand vous êtes... Les pierres. Non, parce que quand on courait, on se mettait à courir, on détalait. Et quand on est jeune comme ça, à 16 ans, on a de la rapidité, on a de l'agilité, et on réussissait à leur fausser compagnie. Mais il y a eu, comment dirais-je, il y a eu une espèce de ressentiment. C'est vrai qu'avant cela, avant la guerre, c'est vrai que nous avions vécu en bonne intelligence, on vivait, c'était calme, il y avait très peu de heurts, etc. Là encore, on n'a pas assisté à des scènes de violence, mais on sentait qu'ils étaient mécontents. Ils étaient mécontents du résultat, n'est-ce pas, de cette guerre. Et alors ça s'est transformé par des manifestations dans les rues. Alors ils manifestaient. Alors nos parents nous déconseillaient de sortir et il ne fallait pas sortir dans la rue si ce n'était pas extrêmement nécessaire. Qu'est-ce qui est arrivé à vos amis de foot avec qui vous jouez, les musulmans, les arabes? Ah, c'était fini ça après. Après ça, on Vous se ne revoit. jouez plus avec Ça y est, là, là, chacun se terrait dans son coin. On faisait, on menait low profile parce que ce n'était pas le moment d'essayer de développer des relations ou quoi que ce soit. Et les amis que vous aviez avant, des musulmans? On les a perdus de vue. On s'est perdus de vue. Il y a eu des distances. Et les Français? Les Français, bon, on est restés amis quelque temps jusqu'au départ. Et après ça, quand on a quitté pour le Canada, parce que nous sommes venus directement au Canada. Il n'y a pas eu d'intermédiaire par la France, quoi que ce soit. On a juste fait escale à Paris, n'est-ce pas? Et après ça, on est venu ici. Donc, on n'est pas resté vivre là-bas. En revanche, ce qu'on a fait, c'est que quelques années, beaucoup plus tard, disons, je dirais 15 ans après ou 20 ans après, n'est-ce pas? Alors il y a eu comme cette volonté de revenir aux sources. Et là, la plupart des Juifs marocains ont ressenti ce besoin de se replonger dans ses origines, chacun à sa façon. Alors nous, moi en particulier, étant donné que je suis rentré dans la vie professionnelle, je suis devenu journaliste ici à Radio-Canada. J'étais journaliste pendant 15 ans à Radio-Canada International. Et donc, j'avais obtenu, n'est-ce pas, la possibilité d'aller à Casablanca à la conférence des États islamiques. C'est pas rien, la conférence des États islamiques. Je crois que j'étais le seul juif, n'est-ce pas? Et j'étais là-bas en tant que journaliste à la conférence de presse où le roi Hassan II, n'est-ce pas, où j'avais d'ailleurs posé une question au roi Hassan II à cette occasion. Et on était dans un environnement particulier, parce que ce n'est plus la même chose. Mais moi, ça me permettait d'effectuer un retour aux sources. Et ce retour aux sources s'est par la suite multiplié, c'est-à-dire par la suite, je suis retourné à maintes reprises, plusieurs reprises, pour essayer de me replonger, n'est-ce pas, dans mes origines. Et c'est là que je suis retourné avec ma mère,
ma grand-mère qui vivait à Yafo, mes sœurs, certains de mes enfants qui étaient encore tout jeunes, mais on est reparti. Et comme ça, j'avais envie d'effectuer ce retour aux sources. En passant, ce retour aux sources s'effectue maintenant de façon admirable. Il y a des dizaines de milliers de juifs marocains d'Israël qui vont régulièrement au Maroc chaque année pour les pèlerinages, pour les visites. Il y a des autocars en quantité. Et la dernière nouvelle, la plus récente, elle est magnifique, c'est que le roi du Maroc actuel va établir un lien, n'est-ce pas, un lien aérien entre Casablanca et Tel Aviv, avec escale en Sicile, et ça va être un lien direct. Voilà, ça va être le premier lien qui va se faire directement. Je crois que ça va se développer dans les prochains mois. Et c'est donc c'est une première, alors qu'il n'y a pas de relation diplomatique directe, n'est-ce pas, entre le Maroc et Israël, mais on sait que le Maroc est l'un des rares pays, notamment avec le roi Hassan II, qui a contribué fortement aux accords de paix. Pourquoi ? Parce que beaucoup des dirigeants israéliens sont venus rencontrer le roi du Maroc secrètement, et le roi du Maroc était en quelque sorte un intermédiaire entre Israël, entre les dirigeants israéliens et les dirigeants palestiniens. Donc il a comment dirais-je, contribué énormément à l'établissement de relations et à l'élaboration des traités de paix qui ont eu entre l'Égypte, par exemple, et Israël, entre la Jordanie et Israël. Et le roi du Maroc a toujours vu d'un excellent œil l'établissement de relations entre les Juifs et les Arabes, entre Israël et les pays arabes, et ils ont contribué énormément. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est documenté. C'est-à-dire, on voit fréquemment des leaders israéliens en visite secrète à Rabat, au Maroc. Ils sont venus pour y rencontrer le roi du Maroc, qui leur a facilité, n'est-ce pas, le développement de tractation de liens de paix. Ok. Je voudrais vous demander, est-ce qu'il n'y avait pas, pendant Vichy, on revient est-ce qu'il n'y avait pas un camp d'enterrement, quelque chose comme ça? D'internement des Juifs. Oui. Alors ça, honnêtement, je crois qu'il vaut mieux s'adresser à un historien, parce qu'il y a plusieurs versions. C'est comme, est-ce que le roi Mohamed V, le grand-père de l'actuel roi, est-ce que oui ou non, il a aidé et protégé les Juifs du Maroc? Ça, honnêtement, ça relève des experts en histoire. Pourquoi ? Parce qu'on lui prête, n'est-ce pas, à tort ou à raison, je ne veux pas élaborer là-dessus, ça ne relève pas de moi, on lui prête l'intention d'avoir essayé de favoriser, n'est-ce pas, la protection des Juifs contre la venue des nazis, contre la venue des Allemands, et qu'il aurait protégé les Juifs en disant que les Juifs du Maroc étaient ses ressortissants, de la même façon que les Arabes sont des ressortissants marocains, que les Juifs étaient des ressortissants marocains de la même façon, et qu'ils ne voulaient pas diffuser ni divulguer les noms des Juifs du Maroc. Par contre, on découvre qu'il y avait par exemple à Mogador la liste, qu'on avait commandé la liste des noms des Juifs de la ville. Et on retrouve cette liste. Et cette liste, elle est publique. Vous allez sur Google, vous allez la trouver. Vous avez la liste des noms des Juifs du Maroc, de Mogador. La liste. Mais alors attends, pourquoi elle a été compilée, pour qui ? Pour qui on aurait compilé une liste des noms des Juifs de Mogador ? Alors certains prétendent que c'est à la demande des nazis, qu'ils avaient demandé qu'on leur établisse la liste des noms des familles juives pour éventuellement les déporter, etc. Donc il y a plusieurs versions là-dessus. Je ne crois pas que ce soit le propos de l'entretien. Ok. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre synagogue? Comment était-elle? Oui, tout à fait, bien sûr. Je me souviens de la synagogue
la synagogue où j'ai prié toute ma jeunesse, toute mon enfance à Marrakech. C'était une très belle synagogue qui avait un magnifique Eichal, n'est-ce pas? Je me souviens aussi que le Eichal était placé dans la mauvaise position, et donc au lieu d'être vers l'est, il était vers l'ouest. Et que lors d'une de mes visites subséquentes, par la suite, n'est-ce pas, récentes, j'ai vu qu'ils avaient, avec le temps, n'est-ce pas, et la visite des rabbinim, qui ont dû venir et ont dit, mais attendez, il y a une erreur là, vous avez mis le Eichal de ce côté-là, alors qu'il devrait être de ce côté-ci, et ils l'ont déplacé, et c'est un monument, ou pas un monument, c'est un lieu historique, mais surtout à Marrakech, vous avez au Mela, vous avez une synagogue qui est devenue maintenant, la synagogue et l'ensemble de la bâtisse sont devenus des lieux, comment dirais-je, des lieux historiques, protégés par le patrimoine marocain. Alors le gouvernement, et ça c'est absolument admirable, le roi du Maroc actuel a subventionné, a payé non seulement la rénovation des lieux juifs historiques, mais également des cimetières juifs, la restauration des cimetières juifs. Et c'est le roi du Maroc actuel, ainsi que son père, qui ont fait ça. Et qui plus est, au Mela de Marrakech, les noms des rues qui étaient des noms juifs, puisque c'était que des juifs qui habitaient. Mais ces noms-là, une fois que les juifs ont quitté, on les avait remplacés par des noms arabes, musulmans. Le roi actuel, le roi Mohamed VI, il a fait quelque chose d'absolument inouï. Il a demandé à ce qu'on restaure les noms originaux juifs. Alors, ce qui s'appelait la rue du rabbin Korkos, ça avait disparu et c'était remplacé par un nom musulman. Eh bien, lui a demandé à ce qu'on rétablisse la véritable origine des noms, le nom original. Alors maintenant, quand vous allez au Mela de Marrakech, vous allez retrouver les noms juifs de chacune des ruelles. Est-ce qu'il y a Absolument. des juifs dans les Mélas maintenant? Oh, très peu. Qui les habite? Très peu. Il y a dans le Mela de Marrakech, je pense qu'il doit y avoir grand maximum, maximum 5 à 10 personnes qui y vivent encore et qui sont des gens, soit des personnes âgées, soit des personnes qui ont une petite maison qu'ils veulent conserver, et les autres personnes, ce sont les personnes qui s'occupent de cette synagogue qui s'appelle Slat L'Azama, la synagogue L'Azama, c'est son nom, et c'est un lieu touristique. Alors les gens viennent de partout, d'Israël, de partout, toute la journée, et il y a un jeune qui a choisi, dont les parents étaient originaires de Marrakech, qui a choisi de venir s'établir là-bas et de raconter l'histoire de cette synagogue à tous les touristes qui viennent quotidiennement. Alors il vit là-bas lui-même. Et celui-là est juif? Il est juif, il vient d'Israël. Ah, il vient d'Israël. Il vient d'Israël parce que ses parents, en Israël, lui avaient parlé de cette synagogue à Marrakech, du Mela de Marrakech, etc. Tu te rappelles de cette synagogue? Tu peux nous le décrire? Tu as des photos? Oui, il y a des photos sur Internet, il y en a plein. Si vous allez sur Slat L'Azama à Marrakech, il y a beaucoup de photos, et c'est une synagogue qui est peinte en bleu, cette couleur bleu ciel, qui caractérise beaucoup ces quartiers-là. Et maintenant, elle a été comme restaurée, elle a été restaurée, établie. Et puis, c'était une synagogue où nous allions exceptionnellement quand j'étais jeune, parce que moi, étant donné que j'habitais au Guélise, nous allions à la synagogue du Guélise, et celle-là, nous allions de façon exceptionnelle à l'occasion, mais nous allions dans une synagogue qui est juste en dehors du Mela et qui s'appelait Slat Joseph Bitton, la synagogue de Joseph Bitton, parce que là-bas, les synagogues appartenaient à des individus privés, c'est-à-dire des gens qui étaient fortunés, alors ils pouvaient payer les frais, n'est-ce pas, d'une synagogue, ou alors ils achetaient comment dirais-je, l'emplacement, l'espace, et ils en faisaient une synagogue.
Alors nous allions dans une synagogue qui s'appelait Slat Joseph Bitoun, et je me souviens, j'ai un très beau souvenir, que tout le Echal était en marbre, un très beau marbre, et cette synagogue est devenue un musée aussi, devenue un musée protégé par les autorités marocaines. Et en cela, il faut rendre hommage aux autorités marocaines qui ont su, n'est-ce pas, protéger et défendre les populations juives. C'est pourquoi les populations juives du Maroc n'ont pas subi d'exactions comme elles ont subi par exemple en Égypte où les Juifs ont été expulsés et séquestrés. Nous n'avons pas connu cela. Au contraire, nous avons connu de la part des autorités marocaines musulmanes, des autorités du roi et du caïd de l'endroit, n'est-ce pas, les gens qui dirigent la ville, nous avons été protégés et nous vivons en bonne intelligence. Sachez une chose, que quand vous dites aux autorités marocaines, musulmanes, que vous êtes juif, it's a plus. C'est un plus. Jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, et aujourd'hui plus que jamais. C'est-à-dire, quand vous dites que vous êtes juif, il y a comme une espèce de marque de commerce, like a trademark, ça veut dire, c'est quelqu'un de valable, c'est quelqu'un de qualité. Et ils vont accorder de l'importance à cette personne-là. C'est un phénomène qu'on ne retrouve, je crois, dans aucun autre pays arabe. C'est le seul pays arabe qui reconnaît la valeur et l'apport des Juifs au Maroc et leur contribution sur le plan culturel, sur le plan économique, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est connu, les Juifs, quand ils ont quitté l'Espagne en 1492, alors que l'Espagne était florissante économiquement, dès que les Juifs sont partis, qu'il y a eu l'exode des Juifs, eh bien, l'économie espagnole s'est écroulée. Pourquoi? Parce que dans toutes les sociétés, n'est-ce pas, depuis les temps les plus reculés, la présence des Juifs fait que l'économie est en pleine effervescence, n'est-ce pas, parce qu'ils ont le sens du commerce. Et que quand une société perd ses Juifs, eh bien, son économie va en chutant. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont tous les grands sociologues, les gens qui observent les sociétés, ils se rendent compte que la présence des Juifs, ça favorise le développement économique. Et de la sorte, tout le monde en profite, parce que quand eux, économiquement, ils font bouger les choses, eh bien, l'ensemble de la population, n'est-ce pas, se développe en conséquence. Absolument. Est-ce que vous vous souvenez de Pessah chez vous? Comment c'était Pessah? Les préparatifs là-bas? Les préparatifs là-bas. Je me souviens que nous étions limités par la possibilité d'avoir beaucoup de produits cachers. Contrairement à aujourd'hui, où on peut vivre dans les sociétés nord-américaines avec toutes sortes de produits cachers, là-bas c'était très limité. Parce qu'à l'époque, nous n'avions pas, comme maintenant, n'est-ce pas, des organisations comme les produits OU aux États-Unis, MK ici, où on peut avoir toutes sortes de produits cachers, les Pessah. Là-bas, c'était très restreint, très restreint. Nous vivions dans des sociétés qui n'avaient pas le développement comme ici. Par contre, je me souviens de Soukot, comme nous sommes à Soukot en ce moment. Soukot là-bas, les Soukot étaient faites de bambou qui étaient tressés. Alors les soukas là-bas étaient faites de bambou tressé. C'était magnifique, n'est-ce pas? Mais pour revenir à Pessah, j'ai souvenir que, étant donné que nous devions manger l'agneau pascal, c'était ça qu'on célébrait, je me souviens que quelques semaines avant, mon père amenait dans la cour de notre maison, il apportait un agneau ou il apportait un veau, n'est-ce pas, qui allait être égorgé la veille de Pessah. Et c'était un moment très difficile pour nous les jeunes, parce que nous, pendant 3 semaines, un mois, on avait joué avec le mouton, on avait joué avec le veau, on lui avait donné à manger.
on avait développé comme une espèce comment dirais-je, d'intimité. On était devenus amis. Hein, et c'était un peu comme un animal de compagnie, n'est-ce pas? Et la veille, et quelques jours avant Pessah, il faisait venir le shohet, c'est-à-dire celui qui allait égorger la bête de façon rituelle, n'est-ce pas, selon la loi juive. Il faisait venir et il égorgeait l'animal devant nous. Et nous, on voyait ça et on avait beaucoup de peine. On avait beaucoup de peine parce que c'était devenu un ami, l'animal. Vous avez pu le manger? Eh bien, je ne vous cache pas qu'on était un peu réticents parce qu'on se disait, mais comment on va manger celui avec lequel on avait développé des liens d'affectivité, des liens d'affection. Et ça, c'est quelque chose dont je me souviens. Vous me posez la question, alors je vous réponds bien franchement. Voici un souvenir. Un souvenir, oui, qui était difficile. Voilà. Et les bambous tressés de Sukkot, vous avez des photos? Ah non, je n'ai pas de photos. Il faut dire que la photographie, à cette époque-là, il y a 50 ans, 60 ans, c'était pas évident. Hein. Pour avoir une photo à l'époque, c'était très difficile. C'est pas comme maintenant, les caméras, les photos. Maintenant, on a des appareils photo dans les téléphones. D'abord, on n'avait pas de téléphone, ou on avait un téléphone noir à cadran comme ça. Et quand on devait faire un appel, c'était extrêmement coûteux. Donc, on n'appelait pas. Et en plus, qui tu allais appeler, puisque la plupart de nos amis n'avaient pas de téléphone. Quand on voulait se parler, on allait voir le copain, on frappait à la porte, on lui disait « alors tu viens, on va aller jouer au foot ». Donc nous, on se donnait rendez-vous, on disait « attention, tout à l'heure à 4 heures, on se voit au terrain de foot ». Et c'était comme ça. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de message texte, il n'y avait rien de tout ça. Les communications étaient au truc. On n'avait pas la télé en couleur, c'était la télé en noir et blanc. Et elle marchait seulement le soir pendant 1 heure pour les informations. Alors, est-ce qu'il y avait des organisations juives, sionistes au Maroc pendant que vous grandissez? Oui, c'était les sionistes qui venaient d'Israël pour prendre les juifs et les emmener en Israël. Ça, c'est l'année 50. Ah oui, mais ça a duré de 50, moi je dirais de 52, 53 jusqu'en 67. Je pense, jusqu'en 67, jusqu'un peu avant la... Vous étiez au courant oui. des organisations? Oui, c'est-à-dire on savait, parce que le sujet de conversation à la maison, c'était ça. C'était, les sionistes ou les gens de la Aliyah et tout ça sont venus et ils ont pris, mais ils ont demandé à telle et telle famille, et demain telle et telle famille doit quitter, doit partir. Mais il fallait qu'ils partent de façon discrète. Attention, il fallait partir de façon discrète. Il n'y avait pas une compagnie de déménagement qui venait, qui ramassait tous les biens, n'est-ce pas, et qui vous faisait partir. Les gens partaient avec les valises de façon discrète et en général tard la nuit. C'était toujours les départs, c'était toujours... Ils ont fermé la maison derrière eux, ils sont partis ou ils ont vendu? Je crois, ça dépendait des cas. Au départ, il y en avait beaucoup qui partaient donc des montagnes, etc. Donc, ils prenaient les rouleaux de Torah, ils prenaient les choses personnelles et ils partaient avec ça. Parce qu'ils ils habitaient dans des maisons de pisé ou dans des maisons des huttes. Alors, ou pas de grandes choses. Il y avait d'autres qui préféraient ne pas dire à leurs voisins arabes qu'ils allaient partir en Israël. Et très souvent, ce qu'ils faisaient, ils prétendaient qu'ils allaient en France, en Israël, au Canada. Voilà, ils disaient comme ça pour pouvoir quitter. C'est comme ça qu'ils quittaient. Et vous, comment vous avez quitté? Non, nous avons quitté. Nous avons fait une demande de passeport. En plus, là-bas, l'obtention du passeport, ce n'est pas quelque chose d'aisé comme ici. Ici, vous allez à un bureau des passeports, vous payez $50, on vous remet votre passeport au bout de 2-3 jours. Là-bas, obtenir le passeport, c'est un périple. C'est toute une histoire. Pourquoi? Parce qu'on n'aimait pas un passeport à un juif facilement. Alors, Malgré le fait qu'ils étaient très bien avec les juifs. Oui, mais l'obtention du passeport, je me souviens, d'abord, ça prenait beaucoup de temps, ça prenait des mois et des mois, voire parfois une année, et en plus, il fallait
entretenir des relations privilégiées avec les personnalités là-bas, et j'en dirai pas plus. Ça, vous devinez un petit peu, c'était pas évident d'avoir le passeport. Obtenir le passeport, c'était toute une démarche. Ok, C'était- parle-moi de votre bar mitzvah. Oui, ma bar mitzvah. Ma bar mitzvah s'est passé, moi dans mon cas, c'était un peu particulier parce que ça s'est passé au mois d'août. Et le mois d'août, C'est chaud. c'est très chaud et tout le monde est en vacances. Alors donc à ma bar mitzvah, je me souviens que mes parents avaient préparé, n'est-ce pas, une grande réception pour recevoir tout le monde. Malheureusement, la plupart des gens n'étaient pas là et donc on s'est retrouvés avec beaucoup moins de monde qu'on aurait voulu avoir. Et ils sont en vacances où? En France? Alors, quand ils sont en vacances, ils montent à Imouzer du Kandar, c'est dans le nord, c'est comme à la montagne. Ils vont à la montagne, il y en a qui vont à la plage, parce que nous, à Marrakech, on n'avait pas la plage, on était à l'intérieur. Alors, ils vont à la plage, ils vont à Casablanca, Où est ils vont à la plage? Casablanca. Casablanca, Mogador, etc. Donc, ils vont comme ça. Et le bar mitzvah se passait chez vous à la maison ou dans le... À la maison. Chez nous, c'était à la maison Pas parce au que... synagogue. Non, c'est-à-dire à la synagogue, on faisait la célébration de montée à la Torah, n'est-ce pas? Mais il n'y avait pas là-bas dans les synagogues, il n'y a pas de salle de fête comme la formule d'ici. C'est pour ça que la formule ici est très appréciée parce que tu montes à la Torah et après ça, dans la salle, tu fais là-bas, non. Là-bas, la synagogue, c'est une salle comme cette salle. Tu fais la prière, tu montes à la Torah, tu es appelé à la Torah, mais il n'y a pas d'endroit pour faire la fête. Il y a juste une petite cour où tu peux faire une espèce de petit kidouche, offrir, n'est-ce pas, des petites choses, voilà. Ok. Alors, ok. Ça a pris combien de temps pour obtenir votre passeport? 1 an, 6 mois? Je pense que c'était assez long, mais on a réussi à l'obtenir. Et finalement, qu'est-ce qui a poussé votre papa pour... Ok. Pour quitter, qu'est-ce qui l'a poussé à quitter? C'est parce que précisément, l'année qui a suivi la guerre de 67, ça a été une année décisive où on sentait une montée du nationalisme arabe et on le redoutait. Parce que quand un peuple devient nationaliste, il devient moins tolérant envers ses minorités. Ouais. C'est classique, c'est partout comme ça. Ok. Now, je veux voir, dès que vous êtes venu ici, est-ce qu'il y avait une organisation qui vous a aidé? Oui. Comment vous êtes venu? C'est Ouais. rien? Non, Alors, quand on est venu ici, c'est la Jayas, oui, please, parce que là, we have to, la Jayas qui nous a reçus, Jewish Immigrant Aid Services, c'est une organisation ashkénaze qui, elle, a facilité l'intégration des Juifs, leur a payé le voyage, elle leur a fourni un appartement pendant quelques semaines, elle leur a donné des coupons pour aller acheter à l'époque, c'était pas IGA, c'était pas IGA, c'était Sternberg. Alors pour aller chez Sternberg, pour faire le marché, elle leur a donné des coupons pour aller sur rue Saint-Laurent. Il y avait le gars qui vendait les manteaux d'hiver, les bottes d'hiver, la tuque, les gants, etc., les écharpes, parce qu'il fallait tout ça. Il n'y a pas un juif marocain qui est venu avec un manteau, puisque là-bas le climat, c'est toujours chaud, il fait toujours beau. Vous n'avez pas de manteau. Vous n'avez pas pu amener de l'argent avec vous? Non, on n'avait pas le droit de sortir au-delà d'un petit montant d'argent. Bon, mais il y avait toujours toutes les familles se sont arrangées pour cacher dans les vêtements, etc., de l'argent parce qu'on n'avait pas le droit de sortir les devises. Interdiction de sortir des devises. Mais ça s'appliquait à tout le monde. Hein. Et les bijoux? Les bijoux, la même chose. Les bijoux étaient cachés et en général, les gens avaient acheté de l'or en bijoux parce que les bijoux, c'était plus, ça passait. N'est-ce pas? Quand une femme, elle porte des bijoux, c'est normal. Alors les bijoux, et ensuite, le but, c'était ensuite de prendre ces bijoux et de les monnayer. Et de les monnayer pour avoir de l'argent, pour avoir du cash. Vous avez fait ça, la famille? Oui, bien sûr, toutes les familles faisaient ça. C'était une pratique courante. Ok. Dès que vous êtes venu ici, vous êtes allé à l'école française, anglaise? Alors, ici, quand je suis arrivé, moi, je pense que j'ai fait quelque temps, très peu, à Northmount High School, en anglais. Vous êtes venu à quelle année?
À 17 ans, j'avais 17 ans. Et c'était l'année 68. 68, voilà. Voilà, et alors on a fait ça, et ensuite je suis passé tout de suite au collège français. Collège français ici, pour finir, parce que j'avais quitté là-bas, j'avais eu un diplôme qui s'appelle le BEPC, c'est un brevet d'études, et ensuite j'ai continué ici au collège français pour avoir le bac français, que j'ai passé à Marie de France, au collège Marie de France. Donc j'ai continué dans le système français. Et l'élément le plus important que vous avez amené de votre héritage séfarade, c'est quoi? Alors moi, ça a été mon attachement profond à la culture séfarade. Pourquoi? Parce que je constate à mon grand désarroi que les séfarades marocains ont une contribution immense, n'est-ce pas, au judaïsme à faire, et que malheureusement, ça a été un petit peu regardé de haut par l'environnement, l'ensemble du monde juif. C'est-à-dire, on nous a regardés comme peut-être des Arabes émancipés. Mais on était, à mon sens, on est une ethnicité à l'intérieur du judaïsme qui a une contribution précieuse à faire, à apporter. Et je trouve que ça n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Et c'est la raison pour laquelle je suis ravi que Sephardi Voices maintenant veuille redorer le blason du judaïsme séfarade en lui redonnant tout son sens et en rappelant au monde juif que les séfarades constituent une part importante et imposante du judaïsme dans l'apport de la culture juive, et que malheureusement ça a été un petit peu sous-estimé, mais c'est un peu normal quand il y a des déplacements de population comme ça, c'est un petit peu normal qu'on oublie de rendre justice à chacun et de faire... Okay. Voilà. Maintenant, les questions clés. Je voudrais savoir, vous vous considérez comment? Comme réfugié, comme migrant, comment? Non, moi je crois que nous sommes ici au Québec des gens qui avons fait notre immigration et pas du tout comme des réfugiés. On a quitté le Maroc, mais on a quitté le Maroc pour un pays d'accueil qui a été très ouvert envers nous. Et autant, n'est-ce pas, on est parti du Maroc peut-être d'une certaine façon, de façon précipitée, sans vouloir, autant le pays qui nous a accueillis les bras ouverts. Et votre maison, vous l'aviez quittée là-bas, ou est-ce que c'était vendu, ou est-ce que vous étiez... La fameuse maison qui est à Omella, le riad en question, on s'en est jamais vraiment occupé parce qu'on n'avait pas... moi, je suis parti très jeune, n'est-ce pas? Et quand on est venu ici, on est resté peut-être 20 ans sans retourner. Donc, on ne s'en est jamais vraiment occupé. Donc, maintenant, c'est considéré comme... Votre identité, c'est quoi? Notre identité, moi, personnellement, oui. Je me considère juif séfarade marocain, n'est-ce pas? Et d'appartenance au Canada et canadien. Et ce que vous voulez passer à vos enfants? Alors, moi, j'insiste beaucoup pour leur dire que nous avons, nous, juifs marocains séfarades, ici, au Québec et au Canada, nous avons une contribution importante à faire au développement du judaïsme, et que c'est très important de rester attaché à nos sources, à nos us et coutumes, nos coutumes séfarades marocaines. Et j'insiste, parce que les coutumes séfarades marocaines sont d'une richesse, elles sont inspirées de l'Andalousie, et elles sont d'une beauté et d'une richesse absolument incroyable, et ça serait dommage de perdre tout cela. Au contraire, il faut l'entretenir et le transmettre. Et deux dernières questions. Allez-y. À votre retournée au Maroc, comment avez-vous vécu l'expérience de retourner dans votre pays natal? Alors, j'ai eu ce choc
à savoir que ce que je m'imaginais comme étant, par exemple, une grande synagogue ou une grande maison ou un grand espace, etc., était tiny, était minuscule, parce que là, il y avait une grande différence entre l'imaginaire et la réalité. D'abord, parce qu'on est habitué aux grands espaces canadiens, où ici tout est immense, tout est grand, tout est ouvert, etc. Et que là-bas, tout est minuscule. C'est un monde de Lilliput, un monde de miniaturisé. Et c'est pour ça que c'était vraiment un choc. C'était vraiment un choc. Je me disais, mais comment moi, et je croyais que c'est mon imaginaire qui m'a fait croire, mais oui, on était jeunes, plus l'imaginaire nous a fait croire que la synagogue était grande. Et quand je suis arrivé là, je me suis dit, mais c'est minuscule, c'est tiny. Et les enfants sont venus avec vous? J'ai pris mes enfants, mais ils étaient en bas âge, ils étaient très très jeunes. Donc ils n'ont pas pu apprécier la chose comme il se doit. La dernière question. Quel message voulez-vous partager avec des gens qui écoutent cette entrevue? Le message principal, c'est que les Juifs marocains sont une partie du judaïsme mondial qui a un apport culturel et cultuel, c'est-à-dire sur le plan de la liturgie, d'une richesse inouïe qui s'inspire de l'Andalousie, qui est une grande richesse. Donc, tâcher de faire au mieux pour ne pas que ces us et coutumes séfarades marocains se perdent et se diluent. Parce qu'avec le déplacement de population vers le Canada, les États-Unis, on a tendance à oublier un petit peu et à tourner la page. Et au contraire, il faut essayer de maintenir nos coutumes, essayer de les transmettre à nos enfants pour qu'ils se souviennent de la richesse de cette culture. Je l'ai dit en début d'entrevue, c'est au Maroc qu'on a, à l'extérieur d'Israël, la plus grande proportion de juifs observants. Et n'oubliez pas, le juif du Maroc, partout dans le monde, il est plus observant que tous les autres juifs de tous les autres pays arabes. Il est très proche de ses coutumes, de l'observance de la Torah, de la foi, n'est-ce pas? Et il a en plus, il a sur le plan personnel une richesse sur le plan, comment dirais-je, le plan artistique, le plan créatif. Il est toujours, il a une très grande dynamique en lui, et je pense que la communauté juive dans son ensemble, Ashkénaze et autres, devrait tirer profit de cela et mettre ça à profit pour développer davantage le judaïsme international, le judaïsme mondial. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci, c'était un vrai privilège. Merci beaucoup. Oui, et un plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Avec sa mère.